La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast presque hebdomadaire qui s'approche du bout. Coucou les gens, bienvenue au One A Club, je suis One A Pied et vous êtes dans un podcast qui parle de bande dessinée mais pas exclusivement, des fois on se permet d'aller un peu plus loin. On est déjà au numéro 299, c'est fou, j'ai l'impression qu'on a enregistré le 200 mais il n'y a pas si longtemps que ça. En vrai, 6 mois je dirais. Ouais, c'est un truc de dingue quoi, le temps passe vite, c'est impressionnant, donc bientôt le 300. Va falloir qu'on fasse un truc exceptionnel. Un truc mais exceptionnel. Voilà, j'ai déjà un plan, maintenant c'est du travail quoi. Disons que l'avantage c'est que le 300 sera fait pour les 18 ans de nos enfants. Ça nous laisse le temps de préparer quand même. C'est possible, c'est possible. Je suis accompagné de la Dream Team du One A Club. Celui qui est là depuis les tout débuts, c'est Thio. Ouais, depuis les tout débuts. Il était là même avant la première. Ouais, sans toi, il n'y aurait pas eu cette émission, en vrai, si tu réfléchis bien. C'est vrai que si ça, c'est... À se demander pourquoi j'ai choisi un nom de podcast narcissique qui portait mon pseudo. Parce que ça s'appelait le Thio Club. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui, ou tu sais, je sais pas, le café BD ou... Un nom intelligent, quoi. Café pédagogique, ça. C'est pas non, ça va se voir. Ouais, ça va se voir. Et Tizak. Salut Ti. Ouais, moi je me suis perdu, je suis venu, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Non, t'as vu des alcools, c'est pas faux. Et depuis, je suis coincé dedans, quoi. Et s'il ne nous avait pas connus, il serait beaucoup plus riche. Il aurait enfin sa Tesla, car il n'aurait pas acheté des tonnes de BD avec toutes les économies qu'il aurait fait. Putain, mon enculé, c'est à cause de vous. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons chroniquer... Ti, toi, tu vas nous parler de... Quelque chose de froid. Oh, mais tu vas aussi nous parler de... Des piliers de la Terre, Le qui tome. peuvent être quelque chose de froid. Oui, aussi, effectivement. Thio, quant à toi, de quoi tu nous parles? T'as oublié aussi? Non. Non. Bien, Maman, monsieur. les petits Je vais vous bateaux. parler d'un navire qui est tout rouge. Le navire écarlate. Et d'autres choses, je parle du HS ou pas encore? Non. Oui, tu peux nous parler de ce qu'on garde pour la fin. De Master of the Air. Yeah. Master of the Air. Ouais. Master of the Year. Ouais, c'est une sorte de spin-off d'Avatar. Master of the Year. d'Avatar. Et moi, je vais vous parler de Valérian et Lordine, là où commencent les histoires, parce que j'en reviens toujours à ce genre de choses. Je n'y peux rien. C'est comme ça. J'ai du mal à faire autrement. Si vous nous écoutez, vous savez que nous n'avons que le soutien des éditeurs qui nous envoient des BD, que je remercie encore. Hein. Je vais penser à Jungle Kiss, à Glénat, à Bambou Grand Angle, et parfois... À notre carte bleue. Quoi? J'allais dire, parce que Ouais, tu en vois pas d'autres? Non, Non. parfois il y en a d'autres qui nous en envoient quand je demande à... Zut, j'ai oublié leur nom, ça craint, j'ai la honte. C'était bien de ne pas en parler. Dupuis, Qui- de non, Lombard. Non, qui font du Olivier K. Ils publient Olivier K que j'aime bien et que toi aussi tu aimes bien. Ça y est, j'ai un Lapin. doute. Oh, me gonfle pas, je vais trouver le nom de ces trucs. Aidez-moi à faire des Rue recherches. de Sèvres. Non, pas Rue de Sèvres. Eux, s'ils nous envoyaient des BD, autant te Moi, je dire serais que content. vous auriez du mal. Allez, quoi, aidez-moi à trouver. Moi, j'avais Lapin, mais c'est Non, pas c'était Lapin. peut-être pas Olivier K. Alors, non, je me suis trompé. En gros... Bon, on va refaire l'émission, on recommence. Ouais, voilà, il y a un autre éditeur qui nous envoie de temps en temps des BD, mais on le signale qu'on nous en envoie. Vous verrez que sur notre page de site lavoidesbulles.fr, vous avez un petit logo qui dit quand la BD on l'a pas payé, histoire que vous soyez Parce au qu'on est courant, honnête. que nous soyons plein de transparence. Et vous verrez aussi comme ça que c'est On pas achète parce qu'on l'a- beaucoup. c'est pas parce qu'on l'a pas payé qu'on est forcément sympa. Et donc. Vous pouvez aussi nous soutenir avec Tipeee. Ça nous permet de maintenir notre matériel en état. Ça vous permet de montrer le soutien que vous portez à notre émission. C'est ce que font nos chers Matt Descaches, Chevon, Warloff, Stéphane, Cobal et Boob, qui nous permettent de pas trop sortir de sous de notre poche pour cette émission qui, au-delà d'un plaisir, est aussi un loisir et qui peut parfois nous coûter un petit peu d'argent. J'ai pas ma Tesla. Voilà. En tout cas, merci à vous tous. Et puis n'hésitez pas à aller sur le site lavoidesbulles.fr. Vous trouverez les liens et toutes les infos pour nous aider, même s'il faudrait que je refasse ce site, un de ces quatre. Oui, c'est une autre histoire, ça. Je te laisse la parole, Isaac, pour nous parler de quelque chose de froid.
scénarisé par Philippe Pelaez, dessiné par Hugues Labiano et colorisé par Jérôme Maffre. Absolument. Chez Glénat pour 15,50 €. Alors, je vais pas vous parler de vengeance. Ah, mais si, en fait, c'est ça. Peut-être que ça s'appelle quelque chose de froid. Parce qu'on va parler de vengeance. Nous sommes dans les années 30 j'y ai à pas pensé. Cleveland, dans une immense bâtisse abandonnée. Tu n'y avais pas pensé? Vraiment. Putain, on a surpris Pierrick, il n'avait pas vu Madame Irma. Donc on est à Cleveland dans les années 30, dans un immense bâtiment abandonné. L'inspecteur Merillo vient d'interpeller Ethan Edgway, qui est un ancien homme à tout faire d'un certain Milano, donc qui fait partie de la pègre. Ethan Edgway n'oppose aucune résistance à l'arrestation parce qu'il sait que les policiers n'ont strictement rien contre lui. Si Edgway est revenu dans l'Ohio, c'était pour régler quelques comptes avec son ancien employeur, justement, Milano, qui a fait assassiner sa femme. De manière simple, efficace. Il l'a renvoyé en pièces détachées dans plusieurs petits colis au fil du temps à Edgway. Et donc cet homme à tout faire, en fait, il lui arrive ça parce qu'il avait piqué les carnets de compte de son patron, donc Milano, et également quelques liasses de billets, et puis également quelques poignées de diamants. Bref, il pensait se mettre à l'abri en piquant les carnets, mais malheureusement, il s'était largement fourvoyé. Et donc sa femme en a fait les frais. Philippe Pelaez et Hugo Labiano nous signent un polar en hommage au film noir américain. Je crois que c'est Hugues, mais... J'ai dit quoi? Hugo. Ah non, Hugues Labiano. Donc il nous signe un polar en hommage au film noir américain des années 40-60. Le personnage principal est un truand qui se venge donc de son ancien patron. Et il va rapidement se faire cueillir par la police qui souhaite lui soutirer les informations, bien évidemment, c'est une bonne source d'infos. Mais le temps de leur enquête, les policiers lui louent une chambre d'hôtel qui ressemble franchement à la cour des miracles. Là, on va chercher chez Frix, là. Là, on est dans les Frix People, clairement. On reste dans les références aux vieux films. Exactement. Et donc, il va notamment s'acoquiner avec une femme unijambiste. Et au même moment, dans la ville, sévit un tueur en série, le tueur au torse, qui donc démembre ses victimes. Donc Pelaez qui décortique le genre du film noir en toute fin d'album, donc la fin d'album est très intéressante, il en a repris l'essentiel des codes, il campe rapidement le paysage, le ton du récit nous permet de nous émerger dans le milieu sombre, interlope, ultra-violent des années 30, avec un style soigné, des dialogues ciselés, il met en place une galerie de portraits qui ne manque franchement pas de relief, graphiquement c'est très intéressant, mais aussi au niveau de leur caractère. Edgway, donc le personnage principal, est également le narrateur, et bien évidemment, il est mu par son esprit de vengeance suite à ce qui est arrivé à sa femme. Toutefois, il garde la tête froide, mais il cède, comme je le disais tout à l'heure, au charme non négligeable de cette femme unijambiste. Bon, il en manque une, mais elle en a encore une deuxième fort charmante. Le scénario glauque à souhait. Les réflexions de petits. C'est signé. Mais on peut pas faire une blague comme ça, tu vois. Tu mets un peu un truc sympa au milieu de ce truc dark, quoi, tu vois. Donc le scénario bien glauque de cette histoire est captivant, tient le lecteur en haleine sur toute la durée du récit, parce qu'on sent venir des rebondissements, on sent que les ficelles sont bien plus complexes qu'il n'y paraît de prime abord. Graphiquement, Labiano était l'homme de la situation pour illustrer ce genre d'histoire. Les personnages ont des gueules acérées, les aplats de noir sont superbement ajustés, une petite bichromie avec des nuances dans les gris, dans les bleus, voilà. Ça vient renforcer la lourdeur de l'ambiance du récit. Bref, du grand art pour le polar, un très bon moment pour ma part. Oh. Et tu sais quoi, celle-là, elle n'était pas écrite, elle est venue comme ça. Comme ça, la rime paf qui tombe du ciel. Ouais, vas-y Thio, poursuis. Tu peux couper. Écoute, moi je vais être assez simple sur quelque chose de froid. C'était un SP parce que du coup on l'a eu un SP celui-là, et qui me faisait vraiment de l'œil. Ouais. Et je suis allé vers lui. Et j'ai pas été déçu, ça m'a réchauffé le cœur et ça m'a mis en émoi. Et du coup, moi, c'était directement un coup de cœur. Je vais pas m'étancher plus, mais vraiment un super bouquin. Pourquoi tu n'écris pas sur le conducteur? Pourquoi tu n'écris pas sur le conducteur? Parce qu'en fait, mais parce que on n'a pas envie, on réserve notre avis. Oh. Si on met tous coup de cœur, t'arrives ici, t'es en terrain conquis, t'as rien à gagner, tu vois. Oh là là, c'est conquérant. Non, c'est pour ça. Moi, je dois 3 touches de noir. Ça m'a emballé. Et je dis que franchement, moi, je trouve ça c'est un vrai coup de cœur. Ça m'a. T'as gagné dans la balle, c'est signé. Voilà. C'est beau.
Bon, puisque comme ça, je vais pas cacher mon avis, vu que moi, je l'avais pas caché. Je te rejoins totalement sur le côté coup de cœur. Moi, c'est quelque chose qui m'a totalement pris au trip, c'est-à-dire qu'on prend un genre que j'aime beaucoup, qui est le film noir, que je connais pas si bien que ça, mais dont je connais surtout les réécritures. Par exemple, moi, je suis fan de Grim Fandango en jeu vidéo, qui est totalement inspiré de toutes ces romances-là. J'aime bien ce genre du polar noir. Je veux dire que dès que je parle de mes BD préférés de chez DC Comics, ça va être du Gotham Central. Mes Daredevil préférés, c'est que du polar noir. Enfin, c'est tout à fait le genre qui me parle totalement. Mais il y a toujours le risque, quand tu fais un hommage à ce type de genre-là, de tomber dans les clichés. Et d'être parce que que- dans le cliché. Parce que c'est des genres qui sont faits de clichés. Oui, mais c'est un code. Quand Voilà. tu tombes dans le cliché, c'est qu'il y a que le cliché et qu'il manque le fond. Et là, il va au-delà. Graphiquement, c'est super réussi. Il arrive à mêler la vraie histoire avec l'histoire de ce personnage en faisant de la vraie histoire juste un contexte de fond. Si vous voulez vraiment avoir des infos sur l'affaire du tueur Outstars, vous lisez Torso de Brian Michael Bendis et André Ico, qui est un petit je te chef-d'œuvre, montre. qui est un petit chef-d'œuvre aussi. Tu mets la cam? Ouais, voilà, qui a pas grand-chose à voir, mais qui vraiment nous raconte cette histoire-là, et qui en plus, c'est une affaire dans laquelle se retrouve le détective qui gère l'enquête, c'est quand même Elliot Ness, hein. Donc il y a tout après qu'il ait chopé Capone derrière. Donc voilà, moi c'est des choses, je suis totalement, là on est encore dans du polar noir. Bon bref, c'est un genre qui me parle, et je trouve que voilà, l'hommage est appuyé et réussi. On sent aussi qu'ils vont vouloir amener, je repasse sur quelque chose de froid, qu'ils vont vouloir amener aussi des mêmes thématiques, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin, on sent que s'ils continuent avec les mêmes personnages, ils vont nous amener sur l'affaire du Dahlia Noir, parce qu'il y a une référence à l'affaire du Dahlia Noir. Et là, j'aurais envie de dire, surtout, ne faites pas un bouquin sur le Dahlia Noir, parce qu'apparemment, je ne l'ai pas lu, mais il y a un chef-d'œuvre qui est sorti sur le Dahlia Noir en BD, chez Rue de Sèvres, au label 619, donc voilà. Ah, vas-y. Il l'a pas vu passer celui-là, Thierry. Ouais, tu veux dire quelque chose, Evelyne? Je rallume ton micro, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il y a Le short story? ouais. Donc, par run au scénario, il me semble. Voilà. Donc voilà, s'ils arrivent à faire pareil, c'est-à-dire à raconter une histoire qui se passe en parallèle d'une histoire un peu plus connue, ça marche super bien. Voilà, moi j'ai vraiment adoré. Ça me laisse très inquiet pour la suite, parce que il part sur une trilogie. Comment il va faire évoluer ses genres? Comment il va faire évoluer ses ambiances? Faut rester dans le film noir. Peut-être qu'il va partir dans le milieu du luxe, dans autre chose. Je pense qu'il peut y aller Pour, tranquillement. voilà. Il y a de la place. Il y a de la place pour refaire un truc sur le Dahlia Noir. Ouais, t'as pas. Alors, en fait, graphiquement, on est sur de la poupée de porcelaine et de l'ultra couleur. Donc, en termes d'ambiance, c'est oui, bien. non, mais Ça peut apporter un gros contrepoint. Hein. Mais Oui, non, mais disons que l'histoire de Run, Short Story, par rapport au Dahlia Noir, c'est un peu le Fromel de Moore sur l'histoire de Jack l'Éventreur. C'est documenté que ça en peut plus. Donc, si tu veux faire une histoire autour de ça, faut prendre un autre angle d'approche, quoi. Tu peux pas. je comprends bien. Ah ouais. Là, c'est juste qu'au niveau du Ouais, du dessin, t'accroches pas. c'est un choix graphique qui est fort, qui me correspond pas pour ce type de récit. Mais pourquoi pas, hein, ça peut se tenter. Bon, donc quelque chose de froid de Philippe Lahaise, Hugues Labiano et Jérôme Maffre. Ah oui, mais Thierry a pas mis de coup de cœur, lui. Non. Non, c'est vrai. mais désolé. si, j'ai dû faire un CTRL Z parce que regarde, quand je fais CTRL Y, Surprise! La surprise. Et vous l'avez du pas vu conducteur. arriver celle-là. Voilà. Celui-là, dis donc. C'est notre coup de cœur, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. C'est chez Glénat pour 15,50 €. On attend 2 autres tomes qui font une suite. Ça reste une histoire complète, hein, quand même, je le précise. Oui, absolument. Si ça peut vous effrayer. Et franchement, ça vaut largement le coup. Le navire écarlate de Claire Grimont au scénario et de Léo Verrier au dessin à la couleur, qui est sorti chez Jungle pour 17,95 €. Alors, mon cher Thio, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je te rappelle que c'est toi qui en parle. Alors, Ouais. on va suivre l'histoire. Alors, je vous fais ça et je vais essayer. Je fais ça pas le On même. va suivre l'histoire de Malo, qui, Déjà, il dit le nom du personnage. déjà, hésita. Ça, c'est la grand-mère. Alors, Malo, il voudrait bien savoir dessiner, parce qu'il n'aime pas trop ce qu'il fait, en fait. Il veut dessiner, mais il trouve qu'il n'est pas bon. Hésita, sa grand-mère, qui est un artiste peintre, qui est très connu, qui est célèbre. Elle dessine super bien, il voudrait dessiner comme elle. Ils ont un souci, c'est qu'il y a des tableaux qui disparaissent, qui sont volés. Même, je crois qu'ils sont aussi vandalisés, non?
Volés, Non, volés, c'est ça. Ils sont volés et donc du coup, elle fait sa dernière inauguration d'une exposition donc que fait Zita et là, Malo et Zita se retrouvent sur un bateau pirate, le navire Écarlate. Et là, aventure, coup de théâtre, rebondissement, magie, capitaine pirate, méchant, voleur, enfin. Personnage magique. Attaque de couleurs. Voilà, alors là, on arrive dans tous les trucs, ça part dans tous les sens. On a failli tuer une BD il y a 2 secondes, là. Mais merci au public de se calmer un petit peu. On sent l'excitation, mais quand même, un petit peu de retenue, s'il vous plaît. Mais voilà, je pense qu'au niveau scénario, je ne peux pas aller plus loin, parce qu'après, sinon, je vais peut-être un petit peu trop en révéler, quand même, dans ce navire Écarlate. Oui. Une aventure palpitante au niveau du scénario. Une superbe... Moi, je veux dire, pas une superbe femme, mais une histoire qui était très touchante, très agréable à lire, avec... tu veux peut-être que je fasse plus comme ça ? Ah ouais, c'est mieux. Vas-y. Alors, colle-toi, Thierry, un peu. Vas-y, colle-toi, Thierry, un peu. Oui, mais sauf que là, du coup, le cardio, il est vraiment... Ah, t'es loin du micro. Gauche, ouais. Bon, ça va pas le faire. Donc, du coup, je te disais, donc, le navire Écarlate, l'histoire, je vais pas aller plus loin. Au niveau des couleurs et du dessin, on a un dessin qui est quand même très... enfantin, mais qui est fait avec une grande dextérité, clairement. Les couleurs sont vraiment agréables, dans le C pastel. Une superbe bande dessinée jeunesse. J'avoue que je me suis vraiment régalé avec ce navire Écarlate qui m'a emballé, qui m'a emporté. Et finalement, alors ces personnages qui des fois ont un petit côté un peu... Gimli, quoi. On est en... Pas Gimli. Non, Miyazaki. Ouais, franchement, elle m'a tué, ta bien. Miyazaki, ouais. Il a pas... Si, j'en ai bu, mais là, tu vois, j'ai ta dyslexique qui est arrivée, je crois. C'est ça. Et des petits personnages, voilà, qui en plus, des fois, qui grandissent, qui grossissent. Enfin, on a un peu tout. Une super BD jeunesse qui va même ravir les plus grands, je pense. Pour faire simple. Si. Je suis bien d'accord avec Mathieu, c'est-à-dire que cette BD, elle est pleine de surprises, sous des apparences de choses relativement simples. Au final, on ferme le bouquin, et on se dit, bon, c'est un truc pour enfants, mais en fait, j'ai quand même pris du plaisir là-dessus. Au niveau du scénario, il y a ça, et c'est moins simple que ce qui n'y paraît, c'est plus malin que ce qui y paraît. Alors bon, on ne reste quand même pas la cible, hein, ça reste pour enfants, mais c'est pour enfants malins. Voilà. Et surtout, il en ressort le goût du dessin. Il en ressort... Il y a un côté fable avec la petite morale, le petit truc en plus. Alors, c'est peut-être ma fibre enseignant qui parle là, mais il y a le petit truc en plus qui tire les enfants, je vais pas dire vers le haut, mais vers l'avant. Voilà. Vas-y, ose, vas-y, lâche-toi, vas-y, fais-toi plaisir. Ça te permettra que de grandir et de prendre du plaisir. Voilà. Et on est vraiment là-dessus. On est sur une aventure, mais pour gagner du plaisir, pour grandir un petit peu. Et voilà, moi j'ai trouvé ce bouquin malin sur le scénario, mais malin aussi pour le côté éducatif que ça peut représenter pour les enfants qui vont pouvoir se faire plaisir. Là, en l'occurrence, c'est sur le dessin, mais si on cherche un poil plus large, sur vas-y, ose, n'aie pas peur. Même si tu as un grand frère ou une grande sœur qui fait les choses mieux que toi, là on parle de la grand-mère, mais ça pourrait être aussi le grand frère ou la grande sœur qui dessine mieux. Si on a un copain qui fait ça mieux. Et puis s'il y a du dessin, oui, mais ça marche aussi pour la danse, ça marche aussi pour l'écriture, ça marche pour plein de trucs. Voilà, j'ai trouvé ce bouquin malin, éducativement parlant, en termes de leçons de vie. Donc voilà, à faire lire et surtout à mettre dans toutes les écoles. Avec plein de petites refs en plus. Tu as du Hokusai, tu as Jackson Pollock. Oui, absolument. Parce que l'art est au cœur du sujet. Là, vraiment dans le sujet. Et puis en plus, c'est pas on t'envoie vraiment des trucs à la gueule. C'est des petites refs, tu vois. C'est ça. Des petits easter eggs, quoi. Tu les as vraiment comme ça au fur et à mesure. J'ai l'impression, je vous écoute tous les deux, que c'est le truc parfait pour une bibliothèque d'école. Moi, j'ai passé de collège, une bibliothèque d'enfance. Hein. Ouais, d'enfance. De collège, moi, je pense que vraiment un collège. Moi, j'ai trouvé ça très sympa, effectivement. J'ai passé un bon moment. Ça a réveillé ma fibre jeunesse. Voilà, non, mon tag, c'est juste qu'il manque ce petit truc qui transcende. Tu sais, il y a certains albums jeunesse qui ont ce petit point qui fait que
d'ailleurs, on n'a pas mis de coup de cœur. Ça te touche encore en tant qu'adulte. Ouais, Et là, il manque. Parce que lui, il avait mis son coup de cœur déjà, il m'avait dit. Il n'avait pas écrit, mais il me l'avait dit. Il s'est fait mal tout seul. C'est le pélican qui est arrivé. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'il manque ce petit truc, tu vois, on a des œuvres jeunesse qu'on a lues qui ont réussi à transcender. On a parlé de Brume il n'y a pas longtemps, on a parlé d'autres choses comme ça. Bergère Guerrière. Là, vous avez réussi à. Là, les points que vous avez traités, on voit que vous êtes instits tous les deux aussi, parce que vous parlez de ce côté un peu pédagogique, amener des choses qui sont intéressantes pour les enfants, etc. Des choses que je vois pas forcément moi. Ouais, voilà. Mais j'ai quand même passé un excellent moment. Je dirais pas, oui, jusqu'à dire que faut vraiment avoir un public qui a su garder une âme d'enfant pour qu'il l'apprécie. C'est pas quelque chose qui transcende. Tu vois, il l'a perdu. Il a perdu. Ah ben voilà. Donc Voilà, tu l'as dit c'est toi-même. officiel. En fait, ouais, mais tu dis pas que c'est. Tu vois, je pense qu'en fait, tu le dis toi-même. Ouais, je sais. Tu ne mets pas le coup de cœur, pas parce que c'est mauvais, mais parce que tu n'es plus capable de le. C'est ça. Je suis plus capable de l'apprécier totalement. C'est triste. Peut-être que du coup, on pourrait dire quand même que c'est un coup de cœur, parce que tu notes toi-même que tu es dans l'incapacité de le faire. Mais c'est une négociation de coup de cœur. Non, mais c'est pas une négociation, c'est toi qui dis que tu es incapable de le mettre. Tu peux pas le mettre, parce que justement, tu es plus en phase avec la chose. Oui, mais si je peux pas le mettre, je le mets pas. Ben non, mais tu as l'incapacité. Est-ce que du coup, on dit à un aveugle parce qu'il a pas bien vu la couleur, tu l'as pas bien vu? Non, tu dis toi-même, tu n'as pas capacité de voir la couleur. Putain, j'ai l'impression d'avoir Edouard Baird devant. Donc, le navire écarlate. Moi, je pense qu'il le mérite. Chez Jungle est pour 17,95 €. Et ça mérite quand même franchement, un coup de cœur. De comptoir avec une pièce de 2 balles. Et vu le talent, je veux dire, franchement, c'est pas cher payé. Ouais, c'est pas cher payé. Et franchement, le produit est très joli, la couverture, j'aime beaucoup. Voilà. Bon, c'est un coup de cœur de couverture. Les piliers de la Terre, un scénario de Didier Alcante d'après Ken Follett, d'après le best-seller de Ken Follett. Les best-sellers. Ouais, celui-là, c'est un, j'imagine. Le dessin de Steven Dupré, dessinateur de Kaamelott, je crois. Steven Dupré. En BD. Et aux couleurs Jean-Paul Fernandez, qui est sorti chez Glénat Robert Laffont, parce que quand même, Robert Laffont, ils n'allaient pas lâcher Ken Follett comme ça. Donc, ils partagent avec Glénat pour 19 € ce premier tome qui est bien dense. Ils se sont peut-être coincés tout seuls dans leur propre contrat, en fait. Ils sont obligés de mettre leur nom quand il y a du Ken Follett, tu vois. C'est dommage, hein. Ouais. Tant pis. Ah, Ils vont devoir gagner des sous. Nous sommes au temps des bâtisseurs de cathédrales. Tu me la gardes pour tout à l'heure, s'il te plaît. Nous sommes au XIIe siècle et la Blanche Nef, un navire parti des côtes normandes, a mis le cap sur l'Angleterre. La tempête a raison de ce fleuron de la marine d'alors et sombre corps et âme dans les eaux. Souquet les arquébuses. Ça veut rien dire. Ah, je le sais aussi. Une seule personne survit. L'unique héritier du trône du roi d'Angleterre, lui, malheureusement, fait partie des victimes. Laissant donc la couronne sans héritier et le pays dans une période appelée le chaos. L'anarchie. Le chaos. De l'anarchie. En 1123, un homme va être pendu sur la place publique devant les regards médusés. Il est soupçonné d'avoir volé un calice dans une église suite au témoignage d'un prêtre, d'un moine et d'un chevalier. L'exécution est sans appel, malgré les paroles menaçantes d'une femme qui promet à tout ce beau monde de mourir dans l'horreur et l'angoisse. Et d'atroces souffrances. 1139, Earl Castle, château du comte de Shiring, William Hamley était conduit par Dame Aliena, la fille du comte Bartholomew, qui ne souhaite absolument pas l'épouser. Merde, mais j'avais pas la BD, moi. J'ai recherché sur le net. Non, mais je tourne les pages, c'est pas grave. Ils me reprennent alors que voilà, non mais voilà. Mais écoute, je fais ce que je peux, moi. Pour une fois que j'arrive à Et faire. donc, elle souhaite pas l'épouser. Arrêtez de me couper dans mes chroniques. Mais c'est Sex Pistols, c'est un Cette décision met le jeune homme impétueux dans une colère noire. Il décide donc de stopper les travaux de la maison qu'il avait prévus pour faire son petit foyer avec sa femme. Tom, charpentier donc de son état, constructeur de son état, parvient à récupérer quelques pence pour le travail accompli, mais bon, c'est bien maigre, hein, c'est pas avec ça qu'il va nourrir sa famille. Les ouvriers, eux, se retrouvent sur le carreau, et donc Tom et sa famille n'ont d'autre choix que de prendre la route pour chercher de nouveau du travail ailleurs. Tom est un modeste bâtisseur, mais il n'a qu'un rêve, pouvoir construire un jour la plus grandiose des cathédrales. Nous sommes au temps des cathédrales. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. Avec les piliers de la terre, signé Ken Follett, les paroles de cette chanson de jadis, mais de notre enfance. Là, ça revient là en force. Oui, voilà, mais Mathieu m'a dit qu'il allait voir ça, un truc de dingue quand même. Mais tout ça, ça prend son sens. Et donc, ça a été publié entre 1989 et 1998. Putain, il est venu. Robert Laffont, il a envoyé du pâté quand même.
Donc 1989-1990, cette saga médiévale qui s'étend sur plus de 1000 pages avait eu les honneurs d'une série télé produite par un certain Ridley Scott. Également un jeu vidéo, mais également un jeu de plateau, et même donc une comédie musicale. Le 9e art manquait à l'appel. Et c'est pas celle-là, la comédie musicale, c'est une autre. Oui, c'est pas le. Ouais, il est venu le temps des cathédrales, on est d'accord. Et donc le 9e art manquait à l'appel. Chose est faite maintenant avec ce bouquin qui est le premier d'une série donc. Mais bon, cette adaptation avait donc un certain poids sur les épaules pour réussir aussi bien que son aîné et le roman. Ne pouvait donc être comme bon scénariste à la barre pour mener tout ça. Et donc Alcant, étant un admirateur inconditionnel de Ken Follett, il a été choisi. Pour l'accompagner dans cette aventure humaine qui va se développer sur 6 tomes, c'est ça qui est prévu, l'auteur de la bombe s'est adjoint l'aide précieuse d'un spécialiste en la matière, à savoir le docteur en histoire de l'université de Namur, Nicolas Ruffini-Ronzani. Et oui, parce qu'on essaye quand même d'être précis dans cette bande dessinée, monsieur. On n'est pas là pour faire du cacabouille. D'entrée, le climat de désolation d'un royaume en perdition est posé, morcelé par la guerre et happé par une impitoyable famine qui gagne du terrain. Alcant nous offre un scénario précis, respectueux du texte original, mais il a légèrement dû remanier quand même l'ensemble pour que ça colle au format de la bande dessinée. Merci de ne pas avoir fait simplement une photocopie. L'une des astuces scénaristiques qui est utilisée, c'est un petit cliffhanger, souvent à la fin des doubles pages. Steven... Toi, t'as lu le petit texte à la fin. Mais moi, j'ai lu des trucs. Puis, comme ça fait un moment que je l'avais lu, il a quand même fallu que... Enfin, un moment. J'ai pas lu avant-hier. Il a fallu que je fasse des recherches un peu sur Internet, monsieur. Steven Dupré donne un relief particulier avec une ambiance pesante où le sang coule et la violence règne. Bien aidé par le coloriste Jean-Paul Fernandez. À noter une petite préface. Alors, j'ai préface, mais j'ai peur que ce soit la postface de Follett. Alors, Follett, c'est la préface. D'accord, on est bon. Parce que j'avais souvenir de la postface, mais j'avais pas souvenir de la préface. C'est Alcant, la postface. Donc, à noter donc, la présence de... C'est facile, je l'ai lu hier. Hein, mais... Ouais. Ok, d'accord. Monsieur Ken Follett, donc, qui a fait la préface. C'est un avant-propos, c'est pas une postface. Oh putain, lui, il cherche. Et donc, il exprime avec enthousiasme l'aval qui a été donné à Alcant, pour pas dire la carte blanche qui lui a été donnée, pour mener à bien ce projet d'envergure. Les fans ne seront absolument pas déçus, ils pourront même se jeter comme des morts de faim sur cette bande dessinée, qui a une édition augmentée quand elle est fournie par la FNAC. Ah, c'est-à-dire augmenté? Eh bien, je ne sais pas, j'ai juste vu comme information. Ah, souvent il y a des dessins en plus à la fin. Voilà. Donc, j'ai pas eu le détail de la chose. Ils font ça, des partenariats. Bon, avec, sachant qu'on est déjà sur une BD de 104 pages pour un premier tome, on est bien. Ouais, c'est un beau tome. C'est un beau tome. Votre avis, messieurs, dames? Je connaissais pas du tout l'histoire. Enfin, j'en avais entendu parler, hein, mais j'ai vu ni la série, ni joué aux jeux vidéo, ni. Enfin, t'as pas joué au jeu, toi? Enfin, franchement. T'as joué au jeu, toi? Pas du tout. Moi, je joue pas. Moi. Qu'est-ce qui est? Qu'est-ce que tu nous mets là? L'anarchie! Ah, Anarchie du UK. Ouais, bref. Je connaissais pas du tout l'histoire, donc moi j'avais un peu peur que ce soit ce genre de truc un peu historico-chiant. Et pas du tout. C'est plutôt pas mal, ça donne presque envie de lire le bouquin. J'avoue que... Faut pas déconner quand même. Quoi? Voilà. On pourrait lire le bouquin, mais c'est verbeux. Voilà. Bon, c'est pas un truc pour les enfants, monsieur. Le truc qu'il y a, c'est que ça mêle la petite histoire et la grande histoire, plutôt intelligemment. Par contre... J'aimerais bien qu'ils commencent à construire un truc dans ce bouquin, parce qu'au bout de 102 pages, ils n'ont rien commencé à construire. Moi, on m'a dit, c'est les piliers de la Terre, ça nous parle des bâtisseurs de cathédrales. Pour le moment, ils n'ont même pas construit un cairn pour marquer leur chemin, je veux dire. Alors, par contre, si, il a construit des tombes déjà. Hein. Ah oui, il a construit des tombes. Oui, ouais, il a même fait ça s'élève pas trop vers le ciel, quoi. C'est plus... voilà. Ouais, mais donc... pour faire s'élever vers le ciel, faut déjà faire un truc en bas. Ouais, il a fait une base. Il a fait la base du pilier. Oui, c'est important. Donc, je trouve l'histoire intéressante parce que ça mêle aussi un côté politique qui est plutôt pas mal, que ça te montre un côté des Mohan qui est peu traité, comme quoi ça peut être quand même de fins politiciens et de belles enflures quand il faut. Les personnages sont intéressants. Au niveau du dessin, c'est pas le type de dessin qui, moi, m'emballe à donf. C'est du historique. C'est pas aussi sec et droit que les vieux trucs historiques, mais on s'en rapproche un peu. Ça marche bien. Parfois, il y a des têtes un peu caricaturales, je trouve, sur les personnages. Ça fait un peu bizarre. Mais j'ai envie de dire, ça donne un peu plus de vie au dessin. Mais
ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que il y a tout un travail qui est anticipé de construction graphique au niveau de construction des cathédrales, de tout ce qui va être édifice, au niveau des plans, au niveau, il y a quelques planches comme ça où on voit les lieux qu'ils vont utiliser, Kingsbury, des trucs comme ça. Et on voit au départ dans ces crédits, parce que des fois quand on fait des adaptations, mais on en reparlera dans une prochaine émission, d'œuvres à succès, on peut mettre des crédits avec le nom de tous les gens qui ont participé dedans. Dont par exemple les gens qui ont juste fait les calculs 3D pour pouvoir redessiner une cathédrale et qui sont utilisés à un moment donné. Sur un dessin que j'ai trouvé très réussi, justement, où on voit comment il imagine sa future cathédrale. Ça, c'est un dessin qui a beaucoup marché. Et j'ai l'impression que c'est sur les décors que Stéphane Dupré va assurer. Sauf que pour le moment, ils n'ont pas monté grand-chose. Sur la couve. Sur la couve, Ouais, sur la couve, elle envoie du pâté. Oui, la couve, elle envoie du pâté. Oui, ce que je dis, voilà, mais c'est... Voilà, il y a... Parce que du coup, pour la couve, en fait, on a une forêt qui est en fait un début de cathédrale. Ah voilà, c'est... Mais clairement, c'est ce qu'il a en tête. On est dans la tête de... Ouais. Il y a un petit côté Rourke d'ailleurs en parlant de forêt cathédrale. Ça y est. Non, il y a tout un album là-dessus, sur cette thématique-là dans Rourke. Enfin voilà, moi j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai bien envie de savoir comment ça va se poursuivre, de savoir quel va être le destin des personnages. Surtout que j'ai cru comprendre que ça va suivre plusieurs générations. Parce que ça se construit pas en 2 jours une cathédrale, Ouais. et que là ils ont pas encore commencé, donc à un moment donné, oui, voilà. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce premier tome, c'est qu'on pose bien les bases du milieu, du contexte, Ouais. de l'époque. Tu vois, mon pitch, il est là-dessus. Il est sur 3 histoires différentes, dans des lieux différents, mais qui en fait commencent à s'entrecroiser. Et on pose bien le contexte avec ça, je trouve. C'est d'ailleurs un des défauts, c'est qu'on voit qu'il y a des coïncidences un peu énormes parfois, mais c'est comme ça que le récit peut se construire et avancer. La vie faite de C'est le truc, des fois je fais « Ah, quel hasard quand même qu'il croise machin !» Tu vois, il y a Ouais, des mais choses... Des fois, la vie te tend la main et c'est voilà. Il faut savoir la saisir. Il y a des gens qui la saisissent, il y a des gens qui la laissent passer. Toi, je sais que tu es capable de la saisir. Thio. Alors, les piliers de la Terre, donc je dirais la success story, le truc que je n'ai jamais vu, ni en série, ni lu. Du coup, je me suis dit en BD, je vais peut-être commencer. Bon, ça m'a pas donné envie de lire le livre, ni de regarder la série. Moi aussi, la série. Écoute, déjà, je lis la BD, déjà, c'est pas mal. Et effectivement, j'ai été assez surpris parce que je m'attendais vraiment à un truc plus... construction de cathédrale. Ouais, un truc de franc-maçon, quoi. Ouais, limite un truc de franc-maçon. Et finalement, je me suis retrouvé donc avec de la politique, du cul, des meurtres et des rebondissements. Et du truc bien moyenâgeux où les gens meurent. Finalement, Et où les bébés sont abandonnés dans la forêt. Finalement, un bon Dynasty. Voilà, je trouve que... Après, peut-être que là, certains vont dire qu'ils vont crier au scandale, mais c'était un bon Dynasty en BD et pas inintéressant. J'attends de voir la suite quand même quand on va commencer à mettre des pierres, parce que là, au moins... Oui, ouais, toi aussi. de cailloux. Pour Ça l'instant, manque de c'est- cailloux. C'est très politique et très politique du côté religieux. Donc concrètement, vu qu'on doit arriver vers la cathédrale, il faut du financement, il Oui. faut une raison, il faut quelqu'un qui a envie de montrer son truc. Mais on se doute que le tome va peut-être avoir son rôle à jouer dans la construction de la cathédrale. Voilà. Tu vois, et tout ce qui a été fait là on a posé les bases de 2-3 personnages religieux un peu importants. Voilà, forcément, ça va rentrer en ligne de compte. Voilà. Le petit garçon, le petit Oui. bébé, là, tu disais sur plusieurs générations, clairement, on va être là-dessus. Voilà, on le voit arriver, on le sait. Il va y avoir encore des coïncidences de la mort. C'est ça. Mais bon, concrètement, voilà, je trouve que ça pose bien pour un premier tome, en tout cas, où effectivement, on pouvait avoir beaucoup de craintes quant à la lenteur, quant au contexte, etc. Je trouve qu'il s'en tire bien et que l'adaptation ça marche bande bien. dessinée fonctionne pas mal. Donc voilà. Juste une petite parenthèse sur la série où les acteurs principaux sont Ian McShane. Donc pour ceux qui sont sur American Gods, vous l'aurez reconnu. Rufus Sewell, qu'on voit dans 1 milliard de films et séries. Et Dark City. Et Eddie Redmayne, monsieur Animaux Fantastiques. Ouais. Voilà, donc on est sur quand même un bon petit casting sympathique et finalement c'est une mini-série en 8 épisodes je crois, c'est ça, 8 épisodes de 52 minutes, donc voilà, donc franchement c'est sur... Seulement Mais Ouais. oui, franchement c'est pour ça, Ça ça donne peut envie. peut-être se tenter. Et sachant qu'ils ont été nommés aux Golden Globes, voilà, donc ça vaut sans doute son petit pesant de cacahuètes. Il doit y avoir une petite puissance de prod derrière. Ah bah c'est les 2 frères Scott qui sont derrière la prod. Hein. Il y avait toujours les deux au moment Les frères Scott
Ouais, les frères Scott. Ouais. C'est une série pourrie, ça, par Ouais. contre. Je vois pas pourquoi ils ont fait Surtout des qu'à la trucs, fin de la série, ils sont même plus là. Oui, en plus. Voilà. Ok. Ouais, mais ils me font pitié. Ils me font pitié, les deux, là. Donc, Les Piliers de la Toi, Terre, tu traînes trop avec ta femme, toi. d'Alcan de Briquet-Follette, par Steven Dupré, Jean-Paul Fernandez, chez Glénat Robert Laffont pour 19 €. Valérian et Laureline, là où commencent les histoires. Avant de noter les auteurs, je dirais que Valérian et Laureline est censé être une série finie. Suite à la mort du dessinateur. Ah, et quand il meurt, c'est fini Jean-Claude Mézières. Bon, on a prévenu Astérix. Moi, j'aurais dit Spirou et tout ça suite à un film, en fait, c'est mort, mais. C'est possible que je n'ai Mais toujours bon. pas vu, que je n'ai toujours pas osé regarder. Eh ben, c'est pas grave. Je pense qu'il faut pas. Hein, tu Mais vois. non. Qui est une Mais série. non, juste à part, tu l'as vraiment pas vu? Non, j'ai vraiment pas vu. Ah, mais vraiment, alors. Faut qu'on non, se fasse mais- une soirée. Mais le mec ultra fan l'a pas vu quand même. Ah Non, mais oui. j'ai entendu tellement de mal que j'ai pas osé. Et le 5e élément, tu l'as vu? Oui, Bon, bah, c'est pareil, en moins bien. d'accord. C'est ça. Mais avec de meilleurs effets spéciaux. Oui, Pas tout le temps. voilà. Et des jeunes actrices qui se ressemblent. Ah, non, là, ça, c'est notre débat. Non, vas-y. Donc, et pour le moment, il n'y a plus que. Parce que même Pierre Christin avait dit qu'il voulait plus trop. Qu'il avait fini son histoire. Ils avaient fini les Valérians ensemble avec Mézières dans le dernier tome qui était vraiment un final. Donc, ils étaient ouverts aux autres auteurs, dont Manuel Arsenet, quand même, on se rappelle que c'est le premier qui a repris Valérian, et qu'on s'attend vraiment pas à ce qu'il reprenne, et qu'il y aurait des rumeurs comme quoi il referait un Lucky Luke avec Trondheim, mais Trondheim dit « Oh mon Dieu, mais il sait pas dessiner des personnages minces !» Voilà. Même s'il a eu de l'entraînement avec la route. Lucky Luke peut se laisser aller. Voilà, même s'il a eu de l'entraînement avec la route vrai. d'Arsenet. Donc, et différents auteurs, plus ou moins dans la SF, dans l'humour, etc., ça marchait plutôt pas mal. Et là, Pierre Christin reprend une histoire, c'est lui qui est au scénario, avec Virginie Augustin au dessin, qui est aussi aidé de Delphes pour les couleurs, qui est sorti chez Dargaud pour 14 €. Ça reprend à la fin du tome précédent, officiel. C'est vraiment une suite, mais qui est quand même classée dans la collection Vue Par. Pourquoi ? Parce que je pense que Christin n'a pas voulu considérer que c'était un Valérian de la série originale, pas parce qu'il n'y avait pas Mézières. Ce que, en soi, je trouve plutôt un beau geste. Mais je sens aussi que c'est un album hommage sur les conteurs d'histoire. L'intrigue de base est simple. À la fin du tome précédent, Valérian et Laureline sont redevenus des enfants et vivent sur Terre avec, j'ai oublié comment s'appelait leur Albert, voilà, qui les guide, et puis qui est leur précepteur, quoi. Et c'est des enfants terriens normaux. Presque normaux. Presque normal. Presque. Ils vont un poil plus vite, ils comprennent un poil plus vite. Voilà, un poil plus vite. Ouais, c'est HPI, mais c'est casse-couille, que quoi. vous comparez avec ouais, c'est HPI casse-couille, c'est ça. Sauf que là, on est sur une bande de créatures qui s'appellent les Delphes, qui sont super balèzes pour raconter des histoires, sauf que ils écrivent les sitcoms qui marchent dans la galaxie. Donc, c'est des écrivains de sitcoms. Sauf que ils ont une substance qui nourrit leur créativité, qui est en train de disparaître petit à petit, et donc il faut en obtenir. Et donc, il faut trouver un gisement qui puisse être exploité sur un coin perdu de la Terre du XXe siècle. Voilà, c'est vraiment l'endroit paumé. Donc, ils envoient le service galactico-terrien temporel sur le coup, mais leurs meilleurs agents, c'est devenu des gosses. Et donc, ils demandent à Albert de gérer le truc, avec Valérian et Laureline qui doivent gérer à côté, tout en s'arrangeant pour qu'ils puissent aller à leur cours de danse et de judo. Je ne vous dis pas lequel des deux fait les cours de quoi. Voilà. Et donc, on va suivre une sorte d'aventure sur d'où naissent les histoires, d'où naissent les récits. On retrouve un peu le côté humoristique et thématique que Christin a mis dans les autres Valérians, mais il y a un côté doux amer, je trouve, dans cet épisode-là. Déjà, le dessin de Virginie Augustin, moi j'adore ce qu'elle fait, c'est magnifique, c'est épuré, c'est beau, ça marche super bien. La façon qu'elle a de dessiner les enfants, c'est de toute beauté. Moi, ça cartonne. Je trouve franchement ça génial. Elle essaie de se raccrocher un petit peu au style quand même de Mézières, même si elle a un style un peu plus fin, épuré, plus doux, qui marche très très bien sur le coup.
Et ouais, on retrouve ce côté humoristique, etc. On sent qu'il y a l'hommage, hein, parce qu'il y a des clins d'œil à Mézières dedans qui apparaît. Mais je sais pas trop où situe cette histoire. C'est pas un mauvais Valérian, mais c'est une sorte de Valérian de trop parce qu'ils ont envie de. Ouais, on sent qu'il a voulu faire cette BD-là pour finir quelque chose, se faire un hommage à son compère disparu sur les origines des histoires qu'on écrit. Comment est-ce qu'on en revient à écrire de la merde? C'est-à-dire que même pour écrire des sitcoms, on a besoin d'une drogue qui donne de la comédie, on a besoin d'une drogue qui donne de la créativité quand même. Parce que c'est ça hein, quand même le On est truc. d'accord. Et voilà, Mais ils ont une place centrale dans l'univers. ouais, j'ai trouvé voilà, Donc, que globalement... protestons. Et il y a un surfeur qui est drôle, oui aussi, je l'avais Et il y a oublié. un celui-là. serveur très drôle. Voilà. J'ai trouvé que le traitement de Valérian et Laureline qui sont en toile de fond était génial. Sur l'histoire de SF, je suis un peu moins pris. Et donc j'ai vraiment le cul entre deux chaises. J'ai passé un bon moment. Je ne regrette pas d'avoir ajouté cet album dans ma collection. Mais c'est vraiment pour un public de fans, je pense. Que ce soit de Valérian ou de Virginie Augustin. Et vous? Mathieu, je te laisse pour commencer. Je sais pas trop quoi en dire en fait. Je suis désolé, là je suis un peu court. C'est ni bien ni mauvais. Titre. C'est ni pour ni mauvais. On va dire ça. Ça peut Ni pour ni mauvais. Ouais, c'est joliment dessiné. Là-dessus, j'ai rien à dire. Le scénario m'a pas. Il y a une bonne amorce. Il y a une bonne amorce, mais en fait, moi, voilà, ce qui m'a gêné, c'est effectivement ce que tu disais, c'est-à-dire que le Valérian vu par Larsenet, on était vraiment sur une histoire à part. Et c'était pas gênant. Mais là, on suit en fait la fin de l'histoire officielle. Et du coup, je sais pas si j'avais envie en fait qu'on me raconte une suite à ça. Et finalement, en y allant un peu, voilà, sur les talons, tu te dis bah non en fait, j'avais pas envie. Alors même si c'est là où naissent les histoires, hein, c'est peut-être pour te raconter le début de quelque chose, bah en fait voilà. Boucler une boucle peut-être aussi. Je sais pas, c'est joli, c'est bien, c'est pour je pense pour les puristes, ceux qui ont vraiment envie de leur Madeleine de Proust, revenir à Valérian et Laureline, peut-être que ça va les faire kiffer. Moi, ça m'a pas enthousiasmé, alors que vraiment les Valérians, tu me les avais fait découvrir et je me suis régalé. Donc, mais là, celui-là, non. Ouais, j'attendrais. Moi, Mais j'attends plutôt les vues par, parce que les vues par, on a eu des trucs variés qui étaient Oui, toujours c'est pas plus mal. ou moins bien, mais qui apportaient quelque chose de plus. Là, graphiquement, c'est très beau. Le scénario, j'ai rien à redire dessus. Hein, mais j'avais pas envie de le lire. Écoute, je trouvais qu'il y avait une bonne idée et j'aurais espéré que ça soit mieux, ça se termine mieux, que ce soit plus étoffé, que ce soit plus fouillé, que ce soit plus intelligent au final. Il y a une bonne idée, il y a vraiment une bonne idée. Et soit il fallait en faire quelque chose de drôle, soit il fallait en faire quelque chose de sérieux action, mais pas en faire quelque chose entre les deux ou entre rien, où on reste trop neutre. Il n'y a aucun parti pris. Les deux enfants, ils sont plats, ils sont pas intéressants. C'est des enfants. C'est deux enfants. C'est-à-dire que quand on fait une bande dessinée sur des personnages, ils ont quelque chose. Ils ont quelque chose à nous dire, ils ont quelque chose à nous raconter, en bien, en mal, peu importe. Ils ont un caractère, ils ont un truc. Là, c'est Pipolo et Pipolette, les voisins de palier, quoi. Ils n'ont strictement rien d'intéressant, ces personnages-là. Et c'est censé être Valérian et Laureline. Et au final, les personnages les plus intéressants sont tous les autres personnages autour. Franchement, ça aurait pu s'appeler Joanne et Pierre-Louis. C'était pareil. Je veux dire, on s'en fout en fait de Valérian et Laureline dans cette histoire-là. À la façon de Tom Tom et Nana, ils vont aller faire 2-3 enquêtes, 2-3 bidouilles et on se trompe à un moment donné. Mais Tom, Tom et Nana, non, mais quand je dis Tom Tom et Nana, c'est deux personnages d'enfants, Club des 5, peu importe. C'est deux personnages d'enfants classiques, mais qui n'ont pas de personnalité, qui n'ont rien à offrir, quoi. Et c'est dommage. Voilà. Donc c'est dommage sur le fond de l'histoire et c'est dommage sur le traitement des personnages. Donc au final, il n'y a pas grand-chose à reprocher, mais pas grand-chose à ajouter non plus en positif. C'est intéressant parce que je me rends compte que ce qui m'a toujours plu dans les Valérians, c'est ce côté qui était à la fois humoristique, c'est-à-dire qu'il y avait un côté second degré, avec Laureline qui avait un côté très féministe avant l'heure, et Valérian qui était un peu le boy scout à la con qui suivait les règles bêtement. Donc il y avait deux personnages qui étaient intéressants de ce côté-là. Donc ça me mettait de l'aventure avec des concepts qui étaient intéressants parce qu'il y avait un côté social dans les concepts, mais c'était traité avec humour et action. Et là, ce que je disais, il y a ce côté doux amer, parce qu'ils ont voulu intégrer ce côté de poésie de l'enfance
et ça marche un peu moins bien. Et je pense que ouais, il y a ce côté nostalgie en fait qu'a voulu mettre Pierre Christin dedans et qu'il a pas réussi totalement. Moi, je rajouterais même que graphiquement, le dessin est bien, la colorisation est assez hétérogène. Mais il y a plein de moments où le côté un peu jaune, vert, fade, kaki, caca, ça aussi, ça manque de pêche, quoi. Tu vois, ça aurait été peut-être bien de relancer, de donner du dynamisme aussi par la couleur. Qui soit aussi bien que celle de la couve. Mais tu vois, regarde la différence de colorimétrie entre la couve et le reste de l'album. Ah ouais. Enfin, ça, c'est péchu, ça, c'est sympa, ça, c'est plein de promesses. Et dedans, pchit. Donc voilà, Valérian et Laurine, là où commencent les histoires de Pierre Christin, Virginie Augustin et Delphes chez Dargaud pour 14 €. Un album en demi-teinte. Presque bonne histoire. Qu'on peut pas détester, mais qu'on peut pas trop aimer non plus. C'est dur, hein, les gens qui disparaissent et de leur succéder. C'est peut-être la nostalgie de Christin ou la tristesse de Christin qui transparaît aussi là-dedans. Hein. On va faire de la psychologie de comptoir. Hein, mais faisons de la psychologie de contrat. On n'a pas assez bu de ta bière, même si elle nous rend dyslexiques. Je reste sur la deuxième. Bon, allez, envoyons-nous en l'air. Un œil sur Master of the Air. Vas-y, Thio. De quoi que ça nous parle? Ouais. Masters of the Air. Alors, le Master of the Air, donc ça nous parle en fait des pilotes de la 100e Air Force qui pilotaient des petits avions, des B-17 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je ne vais pas le faire avec l'accent Marseille Toulon, ça va être chiant. Surtout pour les B-17, ou pas le lien. Tu vois, aucun lien, on est bien d'accord. Qui vont donc du coup bombarder l'Allemagne nazie à partir de 1943. Alors, qu'est-ce que c'est que cette série télé? Donc, c'est en fait la suite de Band of Brothers, Frères d'armes en français, ou en version québécoise ou canadienne. C'est pas Pépé Boyington. C'est pas Pépé Boyington, qui était sorti en 2001, et ensuite donc ou l'Enfer du Pacifique qui était sorti un petit peu après. Alors cette série, donc c'est une série qui est visible donc sur Apple TV, où ils ont mis beaucoup d'argent pour faire une belle série avec vraiment des effets spéciaux, des beaux avions, des scènes de combat qui sont mais alors absolument époustouflantes. Et on va essayer de suivre justement le destin de ces pilotes de l'Air Force qui vont piloter des B-17 ou des P-51 suivant les épisodes, parce qu'on va en avoir d'autres, on n'a pas que les pilotes de bombardiers. Un récit qui va nous permettre de s'intéresser à différents personnages de cette Deuxième Guerre mondiale, que ce soit le pilote du bombardier, le navigateur, le mécano. Encore une fois, on va dire, comme on l'avait vu dans Frères d'armes, on va avoir un intérêt pour chacun des personnages. Alors, même si visuellement, c'est beau, c'est splendide, ça donne quand même un côté très lisse et très patriotique, on va dire, à l'histoire. Américano-américain. Ouais, ils sont beaux. Ils sont beaux. Alors clairement, après, on a choisi Austin Butler et Callum Turner. Austin Butler, donc Elvis, et Dune 2. A été moins beau dans Dune 2, mais dans Elvis, c'était pas mal quand même. Oui, dans Dune 2, oui. C'est la coupe de cheveux. Et voilà, c'est des beaux gosses, mais au niveau des personnages, je trouve que c'est un peu trop lisse. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel, peut-être. Je trouve l'un des rares mecs, le noir et blanc, ça lui va moins bien. C'est pas facile, le noir et blanc. Donc voilà, dans cette série, on va avoir donc ce côté-là. Et malgré la débauche, on va dire, d'effets spéciaux, je trouve que c'est un peu la moins bien réussie des trois séries faites par Tom Hanks et Steven Spielberg. Faut pas qu'il fasse une quatrième, quoi, c'est ça que tu veux dire. Non, de toute façon, après, il leur reste plus que les bateaux ou les sous-marins. C'est un genre qui marche, hein, les trucs de sous-marins. Les trucs de sous-marins, ça marche. Ça a eu son heure de gloire dans les années 90. C'est encore trop tôt pour le revival. C'est Octobre Rouge et je pense que je pourrais pas faire mieux. On m'a quand même dit que la série se permettait que le début, en gros, c'était truc en avion, truc en avion, truc en avion, truc en avion, et que c'était la même chose en boucle. Oui. Et que la fin apportait un angle qu'ils n'avaient pas abordé jusqu'ici. Alors, c'est intéressant parce qu'à la fin, tu commences à avoir justement d'autres personnages. Tu commences à parler aussi donc, des pilotes noirs qui vont avoir... Quoi Axel Follet sort de ce corps, s'il te plaît. C'était pas ça, mais pourquoi pas. Donc ouais, tu vas avoir... Fallait pas que tu dises Axel Follet. Il y a des choses à pas dire. Vas-y. Le bombardier de Beverly Hills.
Titre. On l'a. Non, celui-là, je suis obligé, vas-y. On n'a pas le précédent, mais on a celui-là. Donc, j'en étais, Oui, donc à la fin, est-ce que ça sort de la... Alors, on sort de l'avion, parce qu'en fait, c'est vrai que les 2-3 premiers épisodes sont vraiment essentiellement sur les bombardements de l'Allemagne en 1943. C'est méticuleux, on va vraiment avoir un côté très historique avec justement l'évolution de ces types de bombardements, avec le fait que des chasseurs vont apparaître pour pouvoir les accompagner jusqu'au cœur de l'Allemagne pour bombarder. C'est beau, c'est propre, mais ce qu'il y avait dans Band of Brothers, c'était justement le côté sale, le côté... le mec, il faisait le débarquement. Alors oui, il y a aussi du sang dans Master of the Air, mais les gars, tu avais vraiment une psychologie pour chacun des personnages et un attachement qui se faisait au fur et à mesure. Là, on est parti sur une telle boucherie, si tu veux, parce que bon, clairement, les bombardiers à ce moment-là, en 1943, c'est de la boucherie. En fait, tu n'as même pas le temps de t'attacher à quoi que ce soit, que déjà les personnages partent ou ils disparaissent. Du coup, tu fais Et tu n'as pas cet affect-là que j'ai eu, moi, par exemple, sur Band of Brothers, où les 8 épisodes, tu les dévores et tu es à fond avec eux sur du débarquement jusqu'à l'arrivée en Allemagne, quoi. Là, au bout d'un moment, c'est une belle histoire, c'est sympa, mais je trouve qu'ils y sont allés un petit peu trop sur le patriotisme et le côté propre qu'il n'y avait pas dans les autres séries. Mais ça, c'est les gars de l'air, quoi, tu vois. T'es pas dans la bouillasse de la fraternité de ce qui se passe dans l'armée de terre. Je trouve que c'est un peu trop propre. Voilà, c'est pas la même atmosphère qu'il y avait dans les autres séries. Là, t'es sur le mec qui ça pète, t'as le petit machin là avec les petites ailes, ouais, mais la casquette toujours nickel. Dans tous les cas, ça c'est l'aviation, ça, papa. 9 épisodes de Master of the Air, donc sur Apple TV. Ça se regarde quand même très bien. Visuellement, vous allez prendre une belle claque. Et si vous aimez les avions, vous allez vous faire plaisir. Une bonne série, moins bonne que les autres, on va dire, de cette trilogie. Et il y a des Boeing ou pas? Pas du tout. Ah, ils étaient en le Boeing, d'après toi, c'est quoi? Un B-17. Oh, mais... Moi, B-17, j'avais juste une référence à la BD. C'est dans Tangle, elle explique, c'est le nom d'un joint que tu fais avec 17 feuilles et quand tu l'as fumé, tu peux plus faire que... Girl, c'est peut-être pas la référence ultime en matière de. Moi, j'en reviens à notre sujet, la bande dessinée. Voilà. Oui, Randall nous a rejoint. On se plaignait ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu dans le chat. On était tristes. Mais oui. Et il arrive juste pour finir. Le voilà. Donc voilà, Master of the Air, une série sympathique, mais qui n'a peut-être pas, on va dire, l'aura des anciens. Voilà. Après, vous prendrez sans doute un bon moment. Eh bien, merci de nous avoir écoutés pour cet épisode 299. Pour le prochain épisode, nous ferons quelque chose de très spécial déjà, car je pense que nous serons les 5 chroniqueurs. Nous serons les 6 cavaliers de l'Apocalypse. Parce qu'il y aura une cavalière parmi nous. Oui. Voilà, on va la contraindre à parler. Comme on est à fond sur la parité, il y en a une qui en vaut 5. Voilà, c'est ça. Donc, un format un peu spécial. On n'enregistrera encore que 2 émissions la prochaine fois. Mais on sera très nombreux. Parce qu'on sera, mais alors un peu ça nombreux. sera la grosse émission. Ça va être le bordel. On va dire encore plus de conneries que d'habitude. C'était les nuls, la grosse émission. Ouais, la grosse émission. Ah, ça, l'hommage. Bon. On a le titre déjà, tu vois, la grosse émission. Et voilà, et comme je disais, ça se fait pas si longtemps que ça qu'on a fait notre épisode 200. C'est fou comme le temps passe vite. Oui, non, mais maintenant, du coup, pour Randall, c'est les soirées JDR. Et du coup, c'est pour ça qu'il vient plus aux soirées. C'est ça. Mais mettez pas les soirées. Ok, en fait, vous écoutez pendant la soirée JDR. Ils ont piqué tous nos auditeurs. Azertov et Cobal, ils jouent avec Randall. C'est dégueulasse. Voilà, c'est tout ça pour ce jeu de rôle, quoi. Ouais, non, mais voilà. Non, mais intégrez-nous dans le JDR. Il y a une radio. Voilà, il y a une radio qui passe en boucle en fond avec des mecs qui disent des conneries sur la BD. Ça pourrait mettre de l'ambiance, ouais, c'est ça. Voilà, radio LVDB, quoi. Podcast, le jeu de rôle. Merci encore de nous avoir écoutés. Donc on se retrouve pour le prochain enregistrement le mois prochain. Je crois qu'on a même déjà la date. Ouais, il faudra la donner à Jérôme. Le 26 juin. Le 26 juin, si tout va bien. Où nous enregistrerons notre numéro 300. Et surveillez nos flux. Il va se passer plein de choses. Ça sera notre dernier enregistrement de la saison. Avant. Surveillez nos flux. C'est un titre pour l'émission d'après. Non, mais tu vois, c'est quand on parle technique, les flux RSS, jeune homme. Oui, non, mais j'ai bien compris. Voilà. Moi, j'en ai pas de qui se construit en face de chez moi, si tu veux. Donc, je
crois qu'il est temps qu'on arrête parce que ça commence à partir. Merci encore à tous et à très bientôt. Ciao, ciao. Et on se retrouve donc le mois prochain. Bye bye. Bye bye. À bientôt. Au revoir.